Oui, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup Fabienne. Merci Alain pour cette présentation. C'est émouvant de revenir sur 20 ans d'activité et donc du coup aussi j'en profite pour te remercier pour ton investissement dans la Fondation, ton intelligence, ton expérience et ta bienveillance. Ça va beaucoup nous manquer. Donc nous voici dans la première table ronde de notre colloque où on a le plaisir d'accueillir deux intervenants. Donc Michaël Laurent avec nous, mais Sophie Bérou à distance. J'espère que vous nous entendez bien. Très bien, bonjour à toutes et tous. Parfait. Donc cette première table ronde, Alain en a un peu parlé, mais elle rejoint et prolonge les travaux des activités qui ont déjà été menées à la Fondation. Je pense particulièrement aux travaux du séminaire mené depuis 2018 à l'initiative de Alain Obadia, de Daniel Gaxi, de Jacques Rigodia, de Louise aussi et de Tania Raymond sur les transformations de la structure sociale en France. Ah, vous m'entendez pas bien? D'accord. D'accord. C'est mieux là? Ok, donc comme je le disais, cette première table ronde prolonge un peu les travaux du séminaire sur les transformations de la structure sociale que la Fondation a conduit depuis 2018 et qui a été animé par Daniel Gaxi, Jacques Rigodia, Alain Obadia et Louise Gaxi. C'est un séminaire qui a démontré à travers ces séances, dont vous pouvez trouver toutes les vidéos sur notre site, les transformations productives, les effets des révolutions technologiques et numériques sur le travail, l'évolution de la nomenclature des catégories socio-professionnelles et des outils qui permettent de comprendre la diversité des emplois aujourd'hui, tout en faisant le constat que ces outils manquent encore pour penser la société en termes de classe. Et c'est justement ce à quoi s'est attelée la Fondation avec d'autres activités, comme Alain les a citées. Je pense bien évidemment au colloque sur les classes populaires à l'écart du politique, dont vous trouverez les actes en vente à la librairie. Voici. C'est justement aussi un des sujets investis aussi beaucoup par la revue La Pensée. Donc je vous invite là aussi à prendre connaissance des différents dossiers sur ce sujet. Donc voilà, je vous invite aussi à lire bien sûr la revue La Pensée pour prendre connaissance des analyses sur les évolutions du travail et ce qu'on entend par milieu populaire. Et justement, avec cette première table ronde, il est question de donner à voir le visage contemporain du monde du travail, partant du constat que les milieux populaires sont pour majorité des personnes qui travaillent. On va essayer de voir quelles sont les grandes tendances et transformations du monde du travail en cette première moitié du XXe siècle, en quoi ces évolutions contribuent-elles à diviser les intérêts des travailleurs ou au contraire à les faire converger. Alors, on a donc le plaisir d'avoir nos deux intervenants avec nous, qu'on remercie pour leur présence. Michaël Laurent, vous êtes économiste et statisticien. Et vous avez été responsable de la rubrique statistique à la revue Cause Commune, qui est la revue du Parti communiste français, qui aussi met à disposition sur son site des analyses brillantes et des articles disponibles. Et puis également parmi nous, depuis Lyon, Sophie Bérou. Donc vous êtes professeure de sciences politiques à l'université Lumière Lyon 2 et directrice adjointe du laboratoire Triangle. Vous êtes spécialiste des conflits au travail et du syndicalisme. Vous étudiez les transformations contemporaines et la sociologie des organisations, et vous avez particulièrement étudié les mobilisations des salariés précaires. Vous avez publié de nombreux travaux, parmi lesquels vos derniers articles, l'un sur l'émergence d'un nouveau régime de représentation dans la sphère du travail, publié en mai 2024 dans la revue Le Droit ouvrier. Et puis également des syndicalistes parmi les Gilets jaunes, un espace de réenchantement de l'action syndicale, dans un ouvrage collectif sur les Gilets jaunes, auquel vous avez consacré plusieurs de vos articles. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet avec vous, Michaël Laurent, pour que vous puissiez nous faire un état des lieux des grandes transformations du monde du travail, en posant d'emblée quelques questions. L'enjeu étant de définir précisément ce qu'on entend par classe populaire, quels sont les travailleurs, les professions, les secteurs qui les constituent. Auparavant, elle rassemblait ouvriers et employés, mais compte tenu des évolutions et
notamment de l'explosion du nombre des cadres ces 40 dernières années, ne peut-on pas en intégrer une partie dans ces classes populaires? De même, avec la précarisation de certaines professions intermédiaires, par exemple, je pense bien sûr aux fonctionnaires des secteurs publics du soin ou de l'éducation nationale, n'y a-t-il pas là encore matière à élargir ce qu'on entend par classe populaire? Quelles sont donc les convergences d'intérêts que l'on peut mettre en avant dans un monde du travail fragmenté, inégalitaire et polarisé, comme vous allez nous le montrer? Merci beaucoup. Merci déjà à la Fondation Gabriel Péri pour l'invitation. C'est la première fois que j'ai l'occasion de parler à la tribune sous la coupole. C'est un moment important. Oui, je suis statisticien, je vais essayer de ne pas vous assommer de chiffres ce matin, il est encore tôt. Plutôt essayer de donner à voir des grandes tendances. Alors, la période de temps que je vais évoquer remonte en général au début des années 80, au milieu des années 70 parfois. En gros, c'est une génération de travailleurs, quoi. En estimant qu'on travaille une quarantaine d'années, un peu plus maintenant. Il y a quelques phénomènes majeurs qui ressortent quand on regarde cette période des 40-50 dernières années. Il y en a qui sont connus, il y en a qui le sont un peu moins. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout, mais j'aime bien rappeler quand même quelques éléments qui sont moins discutés. Et un qui me semble important aussi ici et sur le sujet qui nous intéresse, c'est quand même que en 1980, il y avait encore 20% des travailleurs qui étaient indépendants. C'était le mode de travail indépendant était encore un mode de travail important. Aujourd'hui, il n'y a plus que 10% des salariés qui sont des gens qui travaillent qui sont indépendants. Le reste étant salariés. Donc on a encore eu sur les 50 dernières années une expansion du salariat. C'était pas terminé, c'est un phénomène qui n'était pas terminé, on a l'impression, on a plutôt atteint une saturation aujourd'hui, un rythme, 10% d'indépendants, 90% de salariés, on ne progresse plus, mais la progression était encore en cours, au tournant des années 2000. Je pense que c'est aussi des phénomènes importants à avoir en tête quand on parle du monde du travail. Moi, de ma position, de mon métier, on parle souvent des salariés parce que c'est ceux qu'on connaît le mieux, c'est ceux sur lesquels on a des données, mais voilà, c'est pas les seuls modes de travail. L'autre grand phénomène, je ne vais pas m'y attarder tout de suite, on y reviendra peut-être dans la discussion, c'est la participation des femmes. En 1980, il y avait 30 points d'écart de taux d'emploi entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, on est quasiment à parité dans le monde du travail. Il y a autant de travailleurs femmes que de travailleurs hommes. Donc là, c'est aussi un phénomène très massif et plus récent qu'on peut parfois l'imaginer. Voilà, c'était encore, ça progresse encore au cours des années 2000. Mais pour revenir plutôt au sujet qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, à savoir les milieux populaires, je pense qu'il y a trois phénomènes majeurs qui se conjuguent, qui se combinent, qui sont plus ou moins la cause l'un de l'autre et qui se manifestent sur les 40 dernières années. C'est la tertiarisation de l'économie, la très très forte progression du nombre de cadres et professions intellectuelles supérieures, comme le veut le titre de la nomenclature des catégories socioprofessionnelles, et la montée en qualification des travailleurs français. Donc la montée en qualification, elle est massive. Aujourd'hui, il y a, quand on prend les dernières générations, il y a une personne sur deux qui a un diplôme du supérieur. On est parmi les pays les plus avancés sur cette question-là, même en Europe, on fait nettement mieux que les Allemands, ça fait du bien de le dire de temps en temps. Quand on regarde la génération qui est née en 1935, il y avait la moitié des personnes, donc la même moitié, qui finissaient leurs études à 15 ans ou moins. Voilà, donc en 80 ans, on a quand même fait un progrès massif de ce côté-là.
Dans le même temps, il y a eu un développement très important du secteur tertiaire. Vraiment, l'économie française a pivoté vers un modèle de service. Quand on regarde le PIB, donc la valeur produite en France, le poids de l'industrie a été divisé par 2 entre 1975 et aujourd'hui. Et c'est le poids du secteur tertiaire qui a beaucoup augmenté. Quand on regarde sur l'emploi, c'est encore plus impressionnant. Le poids de l'industrie dans l'emploi a été divisé par 3. En 75, il y avait autant de personnes qui travaillaient dans l'industrie que dans les services, à peu près 45%. Et aujourd'hui, il y a 15% des gens seulement qui travaillent dans l'industrie. 75% des gens travaillent dans le secteur tertiaire. Alors il y a des phénomènes aussi pour expliquer la différence entre le poids dans la production, le poids dans l'emploi. Il y a eu des phénomènes de sous-traitance qui s'est développé. Donc il y a des emplois qui étaient auparavant comptés dans les grandes industries qui sont aujourd'hui comptés dans des services marchands. Mais quoi qu'il en soit, vraiment le phénomène est massif. Et alors plus ou moins le résultat de ces deux phénomènes de montée en qualification et de tertiarisation, le résultat, c'est que le nombre de cadres, et donc cadres et professions intellectuelles supérieures, je vais y revenir, de cadres dans l'économie a augmenté aussi très massivement. Donc on est passé de une personne sur 10 qui était cadre il y a 50-60 ans à aujourd'hui bientôt une personne sur 4 qui est cadre. Le pendant évidemment de cette augmentation de la proportion de cadres, c'est que les autres catégories sociales ont diminué, et notamment les ouvriers. Les ouvriers, c'était 30% en 80, c'est moins de 20% aujourd'hui. À nuancer en partie parce que, en fait, quand on veut parler... alors, on va y revenir, je pense, dans la discussion, parce que c'est un point important, mais classe populaire, et quand on prend l'outil des catégories socio-professionnelles pour regarder ça, donc ce qui n'est pas un outil parfait, c'est toujours trop court, à mon sens, de parler uniquement des ouvriers. Il faut regarder vraiment ouvriers et employés, c'est très important. Quand on regarde la position productive, c'est à peu près la même. La différence, c'est le secteur d'activité. Les ouvriers sont dans l'industrie, les employés dans le tertiaire. Et l'autre différence majeure, c'est le sexe. On est sur une division du travail très très genrée. Les ouvriers sont des hommes, les employés sont des femmes. Mais si on veut parler des classes populaires dans leur ensemble, je pense qu'il faut parler des ouvriers et des employés. Quand on le fait, quand on prend les deux en même temps, le discours est un peu plus nuancé, parce que via la tertiarisation, via la participation des femmes, la catégorie des employés a quand même progressé aussi, en tout cas entre les années 80 et les années 2000, même si ces dernières années, ça commence à diminuer un petit peu. Cette hausse très importante du nombre de cadres, elle pose plein de questions, et notamment la question de la position des cadres eux-mêmes dans l'appareil productif. On sent bien que c'est pas du tout la même chose quand il y a 10% de gens qui ont un titre de cadre, et quand il y a 25% des gens qui l'ont. Et notamment dans le poids qu'on a dans la décision de la production, le poids qu'on a dans la marge de manœuvre qu'on a dans l'encadrement. Et donc il y a peut-être des choses aussi à se poser comme question là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire être cadre aujourd'hui? Encore une fois, la catégorie s'appelle dans son nom entier cadre et profession intellectuelle supérieure. Donc il n'y a pas forcément la notion d'encadrement, de management là-dedans. Mais je pense qu'il y a des questions à se poser. Et qu'est-ce que ça veut dire si un appareil productif où 25% des gens sont censés être les managers, quoi. Je pense qu'il y a des questions un peu comme ça. Donc est-ce qu'il y a au contraire plutôt une prolétarisation du cadre par rapport à ce que ça a pu être dans les années 60 et 70. Je pense qu'il me reste encore un petit peu de temps. Donc je vais 3 minutes, 4 minutes pour vous exposer un concept qui me semble essentiel et qui, je pense, va nourrir un peu la réflexion aujourd'hui. C'est le concept de marché du travail dual. Donc quand on regarde le marché du travail aujourd'hui en France, on se rend compte qu'il y a un centre stable, assez gros en proportion,
de gens qui ont une carrière, la carrière attendue, quoi. On progresse, le salaire progresse, on progresse dans la hiérarchie, on est en CDI, on change un peu d'entreprise au cours de sa carrière, mais on enchaîne les CDI sans trop d'interruptions. Bref, c'est vraiment le modèle de la carrière salariale, du parcours professionnel très standard. Donc ça, c'est le marché primaire, mais il existe aussi un marché secondaire qui, là, concentre plutôt des difficultés. C'est des contrats précaires, c'est des gens qui ont des parcours qui sont interrompus par des périodes de chômage, qui parfois travaillent juste quelques jours dans la semaine, quelques jours dans le mois. C'est des gens qui sont mal rémunérés, souvent, qui travaillent à temps partiel, un temps partiel qui est souvent subi. Dans ce groupe-là du marché du travail secondaire, évidemment, on retrouve massivement les minorités, donc les femmes, les travailleurs immigrés, les travailleurs handicapés. Voilà. Je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est le premier point, c'est que le marché primaire, le marché central, il est massif. C'est 90% des gens, à peu près, quand on regarde dimension par dimension. Il y a 10% de gens qui sont à temps partiel, donc il y a 90% de gens qui sont à temps complet. Il y a 10% de gens qui sont rémunérés autour du SMIC, ça veut dire qu'il y a 90% de gens qui ont des salaires supérieurs. Voilà, la plupart des dimensions sur lesquelles on peut penser, pareil, sur 90% des gens qui sont en CDI aujourd'hui, quand on regarde l'emploi, donc il n'y a que 10% des gens qui sont en CDD ou sur des contrats précaires d'intérim. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inégalité au sein du marché primaire, par ailleurs, c'est tellement gros, notamment sur les inégalités femmes-hommes. Je ne sais pas si on y reviendra, mais voilà, les inégalités de salaire, les inégalités de carrière, elles sont très très fortes. Mais je pense que la première chose, le phénomène majeur, c'est vraiment cette dualité entre des gens qui ont des carrières un peu toutes tracées et des gens qui cumulent les difficultés, parce que souvent, ceux qui sont à temps partiel, c'est aussi ceux qui sont payés au SMIC et c'est aussi ceux qui sont en CDD. Donc, et je crois que les questions qu'il faut se poser quand on réfléchit à des politiques de l'emploi, quand on réfléchit notamment à la question du plein emploi, qui a été quand même beaucoup mise en avant ces dernières années, c'est comment on traite cette question de la dualité du marché du travail. Est-ce qu'on a envie plutôt de consolider ce marché secondaire et de faire revenir les gens dans des carrières stables, dans des carrières rémunérées correctement, avec un choix sur leur mode de travail, ou est-ce qu'au contraire, ce qui a été quand même plutôt la politique de Macron jusqu'à aujourd'hui, c'est créer de l'emploi à tout prix, quitte à ce que ce soit de l'emploi précaire, de l'emploi mal payé, quitte à forcer un peu les gens à se mettre au travail. Enfin, on voit bien dans la réforme de France Travail, la logique, c'est pousser à accepter n'importe quel emploi sous risque de sanctions financières. Enfin, c'est quasiment ça qu'on est en train de mettre en place. J'ai utilisé dans d'autres endroits le terme de coercitif. C'est un peu excessif, mais on n'y est pas très loin. Et juste pour terminer, aujourd'hui, en dynamique sur les dernières années, ce qu'on constate, c'est quand même que cette dualisation du marché du travail, elle a plutôt tendance à se polariser, notamment sous l'effet du progrès technique. Il y a le dernier prix Nobel d'économie a été remis notamment sur la base de travaux qui regardaient un peu ça. On a un progrès technique qui favorise l'emploi très qualifié, l'emploi stable, et qui se fait au détriment d'un emploi peu qualifié qui se précarise en fait. Alors aujourd'hui en France, on n'est pas encore dans des situations aussi extrêmes que ça peut être le cas ailleurs, notamment aux États-Unis. Mais en tout cas, on a les mêmes déterminants fondamentaux de la robotisation, l'automatisation, peut-être demain l'intelligence artificielle qui viendront toucher encore plus de métiers et remplacer de plus en plus d'activités. Et la tendance, elle est plutôt, en tout cas si on ne fait rien, à accentuer les écarts entre ce marché secondaire précaire et le marché primaire un peu confortable. Donc je pense qu'il faut avoir ça en tête voilà, pour l'avenir. La tendance va dans ce sens-là. Merci beaucoup, Michael, pour
pour ces premiers éléments qui en disent long sur le visage contemporain du monde du travail. Et justement, vous, Sophie Bérou, vos recherches portent sur le processus de précarisation des emplois et du travail qui fragmente, qui divise, qui pose de grandes difficultés pour s'organiser collectivement et pour l'action syndicale. Mais cette précarité rassemble aussi, puisque ce sont des expériences de nombreuses difficultés qui sont partagées entre les travailleurs. Alors, vous allez essayer de nous expliquer un petit peu comment se déroule ce processus et puis aussi comment les syndicats et les mobilisations s'adaptent-elles à ces réalités pour faire ressortir ces expériences partagées et prendre conscience, peut-être faire prendre conscience aux travailleurs de problématiques plus larges au-delà des conditions de travail dans leur poste, concernant la nécessité de se battre pour les droits sociaux, mais aussi pour un autre projet de société où le travail serait réellement émancipateur. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Oui ? Oui, très bien. Merci beaucoup pour l'invitation de la Fondation Gabriel Péri. Alors, je suis vraiment désolée de ne pas être avec vous aujourd'hui. C'est les seuls 3 jours où les liaisons Paris-Lyon sont très compliquées, puisqu'il y a la rénovation du réseau, ce qui explique mon absence. Donc, vraiment, veuillez m'en excuser. Et je voudrais commencer par dire tout mon attachement et mon admiration pour tous les travaux qui sont réalisés par la Fondation. Vraiment, c'est des travaux de qualité. Et merci beaucoup pour tout ce travail qui est réalisé. Alors, vous avez dit quelques mots pour présenter mes travaux. Effectivement, moi, je travaille davantage sur les transformations contemporaines du syndicalisme, l'organisation des travailleurs précaires, les conflits du travail. Mais il y a quelques années, donc avec Paul Bouffartigue, qui est un collègue sociologue, directeur de recherche au CNRS, nous avions mené ensemble un programme de recherche sur le processus de précarisation dans le monde du travail. Et sur ce qui nous intéressait, et vous l'avez dit, c'est la façon dont ce processus de précarisation vient percuter les possibles de l'action syndicale, vient obliger les syndicats à repenser leur mode de structuration, leurs pratiques, leurs revendications. Je vais y revenir. Nous avions essayé de voir comment ce processus de précarisation crée des obstacles majeurs pour les dynamiques d'engagement des salariés, mais aussi comment finalement ce processus il peut être ambivalent, il peut aussi faire émerger des enjeux transversaux, permettre des fois de dépasser justement cette coupure entre salariés stables et salariés précaires. Comment ça peut être des points d'appui. Alors voilà, c'était essayer de travailler la contradiction de ce processus, cette dimension ambivalente, pour voir un peu ce qui se passe en termes dans les luttes sociales, en termes de mobilisation. Alors j'ai voulu dans cette intervention revenir un petit peu sur les résultats de nos recherches, les revisiter quelques années plus tard, pour essayer de tirer un petit peu les fils d'analyse pour la discussion qui va suivre en fait. Alors nous avions choisi de parler de processus de précarisation et pas simplement de précarité au pluriel, pour montrer, ça rejoint tout à fait ce que vient de dire Michael, qu'il est important bien sûr de ne pas s'arrêter à une approche statique, une photographie à l'instant T du monde du travail, parce que si on fait cette photographie, souvent un certain nombre de responsables politiques la font dans les débats en disant mais regardez, le CDI reste central, CDI et statut de fonctionnaire, ça représente aujourd'hui, tu le disais tout à l'heure, Michael, plus de 90% encore de l'emploi salarié. Moi, j'avais donné un petit peu en dessous, mais voilà, ça reste la part la plus importante de l'emploi salarié, tandis que les contrats précaires à durée déterminée, en intérim, restent quand même à un nombre restreint. Si on sait sur cette photographie, je crois qu'on passe à côté de ce que fait le processus de précarisation. Et c'est pour ça qu'il nous avait semblé important d'essayer de saisir plutôt une dynamique. Pas une photographie à l'instant T, mais finalement un processus qui déstabilise profondément le monde du travail, et ce, depuis effectivement la fin des années 80, qui a été très fort dans les années 90-2000, mais dont on continue à sentir les effets, à subir les effets, en particulier au sein des catégories populaires du salariat, en fait. Donc comment ce processus, et là on rejoignait tout à fait ce qu'avait pu montrer Robert Castel, comment ce processus de précarisation, il vient remettre complètement, il a fragilisé, il a complètement remis en question la forme dominante d'emploi et de travail qui avait été construite après la Seconde Guerre mondiale, au travers du CDI, de l'emploi à statut fonctionnaire, au résultat de lutte sociale, puisque cette forme
cardinal de l'emploi salarié tel qu'on l'a connu dans la deuxième moitié du XXe siècle, ça n'a pas toujours été là. C'est le résultat vraiment de lutte sociale, et je crois que c'est important de le dire aussi, en fait, pour comprendre ce qui se fait et ce qui se défait. Alors, nous avions mis en avant un triptyque permettant de rendre compte de la complexité de ce processus de précarisation, en parlant à la fois de la précarité de l'emploi, de la précarité du travail en tant qu'activité concrète, et aussi de la précarité des droits et des formes de représentation. Avec, bien sûr, comme perspective, le fait que ces trois dimensions sont très fortement imbriquées. Alors, je vais y revenir rapidement, en essayant, et c'était ça notre objectif, de comprendre à chaque fois comment cela pèse sur les conditions même de l'action collective, sur le lieu de travail, de l'action syndicale. Alors, par précarité de l'emploi, bien sûr, il s'agissait de désigner tout ce qu'on a pu appeler à un moment donné des emplois atypiques, et je crois que cette catégorie-là n'a plus grand sens, tant il y a une importance de ces emplois, de ces formes d'emploi, hein, tout ce qui renvoie à l'intérim, au CDD, au CDI à temps partiel, aux emplois aidés, avec aussi la conscience que cette liste n'a cessé quelque part de se renouveler, de s'élargir, qu'il est très difficile de la borner, en fait, d'ajouter, ça n'a pas grand sens d'agréger toutes ces formes d'emploi dites atypiques, et il faut, tout de suite, on se rend compte, on n'a pas pris en compte les stagiaires, par exemple, et pourtant on est sur de l'emploi quasi gratuit, de l'emploi précaire, bien sûr, tout le phénomène d'explosion des auto-entrepreneurs, depuis le début des années 2000, en particulier avec le développement du capitalisme de plateforme. Il s'agissait aussi pour nous, en rentrant par la précarité de l'emploi, première dimension, de se dire que le CDI ne protège pas forcément aujourd'hui. Je pense que ça permet aussi de revisiter cette coupure que tu évoquais, Michael, entre marché primaire et marché secondaire. Le CDI peut recouvrir en fait des situations précaires dans l'emploi lorsque des salariés sont en CDI dans des entreprises sous-traitantes, et que cette entreprise, elle est au 3e, 4e, voire plus rang de sous-traitance, en fait. Et là, l'emploi, il est complètement dépendant du contrat commercial qui va être renouvelé ou non par l'entreprise donneuse d'ordre. Et en ce sens-là, cette première entrée, ça nous permettait de réfléchir à la façon dont ces formes d'emplois précaires viennent aussi affaiblir les emplois stables, et donc d'être moins sur une dichotomie dans le marché du travail, mais plutôt de comprendre comment, et je vais y venir aussi sur la précarité du travail, le développement des emplois précaires vient aussi déstabiliser les emplois dans le marché primaire, les emplois stables. En fait. Alors, on voulait aussi insister dans cette première dimension sur la précarité de l'emploi, sur la façon dont cette précarité de l'emploi, elle est complètement, traversée, et elle vient renforcer elle-même la division sociale, sexuelle, générationnelle du travail, en fait. La précarité de l'emploi, c'est d'abord une expérience massive pour les jeunes. Ces jeunes diplômés dont il a été question, c'est la condition d'entrer dans l'emploi. 83% des embauches en 2002 se font en CDD, selon l'INSEE. C'est d'abord cette expérience d'entrée dans l'emploi. Même si, pour certains travailleurs ou certaines travailleuses, la précarité va constituer un sas plus ou moins long d'accès à un emploi stable, pour d'autres, ceux et celles qui sont situés au bas de l'échelle sociale, ces catégories populaires du salariat, employés et ouvriers, cette précarité de l'emploi, c'est des assignations à vie. Il n'y a pas de sas, il n'y a pas l'idée que, ou alors, même s'il y a l'aspiration, la période où on reste en emploi précaire va être très très longue, voire va concerner l'ensemble de la trajectoire professionnelle. Ce sont ces aides à domicile, je vais y revenir pour des exemples sur lesquels j'ai travaillé, qui sont en CDI à temps partiel toute leur vie, ces ouvriers qui multiplient les missions d'intérim, et à qui on propose que de l'intérim, et qui repartent à zéro à chaque fois après être passés dans différentes entreprises. Nous avions aussi voulu pointer, en rentrant par cette première dimension précarité de l'emploi, sur les usages genrés, racisés des différents statuts d'emploi précaires par les employeurs. Je crois que là c'est très intéressant d'avoir des enquêtes fines sur ce qui se passe dans différents secteurs, les choix que font différentes directions d'entreprise de façon massive dans certains secteurs d'activité pour privilégier telle ou telle forme de statut précaire ou d'emploi précaire. C'est dans les centres commerciaux, par exemple, l'usage du CDI à temps partiel, parce qu'on a un salariat jeune, il va y avoir beaucoup de turnover, où les employeurs se disent qu'ils vont miser sur ce turnover, en fait, et donc ils peuvent utiliser le CDI.
Et je crois que cette connaissance fine de ce qui se passe, alors on le sait, hein, l'intérim qui est la forme dominante d'emploi précaire pour les ouvriers hommes, le CDI à temps partiel ou les CDD qui sont les formes dominantes pour les employés côté les employés femmes. Mais je pense que c'est très important aussi pour les organisations syndicales, hein, d'avoir cette connaissance fine des usages différenciés et des effets de ces usages différenciés pour pouvoir partir au plus près de la réalité vécue au travail par les salariés. Cette précarité professionnelle liée au statut d'emploi, elle alimente bien sûr une précarité sociale beaucoup plus large. On avait vu monter au cours des années 2000 ces figures des travailleurs et des travailleuses pauvres en France, hein, plus de 2 millions déjà qui concernaient plus de 2 millions de personnes à la fin des années 2010. Ces salariés, ces travailleurs et travailleuses qui sont au travail toute l'année, mais dont le ménage, hein, dont les revenus du ménage ne permettent pas de dépasser le seuil de pauvreté, avec tous les phénomènes de travailleurs, travailleuses qui, par exemple, dorment dans leur voiture. Moi, j'avais mené une enquête là-dessus, notamment en essayant de voir comment, du côté syndical, est-ce que les syndicats parvenaient à repérer ces travailleurs et travailleuses pauvres et quels outils pouvaient mettre en œuvre par rapport aux problèmes vécus en termes de surendettement, par exemple, d'accès à l'alimentation, etc. Et puis peut-être rappeler, pour terminer sur ce premier point, pas être trop long, que cette précarité de l'emploi n'entraîne pas nécessairement une instabilité dans l'emploi. Et ça, on l'avait bien vu pendant tout le mouvement des travailleurs et travailleuses sans papier, hein, le premier gros mouvement des années 2008, on a vu des travailleurs qui étaient en poste, par exemple, comme cuisiniers depuis des années dans les mêmes restaurants. Donc ça interroge aussi pour l'action syndicale. Et puis, peut-être dernière idée, il peut y avoir des hiérarchies dans la précarité, hein, et du coup une limitation dans les aspirations des travailleurs et travailleuses, hein, se dire que finalement on va jamais atteindre l'emploi stable, mais qu'on aspire à améliorer son statut en établissant comme ça des hiérarchies dans la précarité. Je crois que ça aussi, ça peut interpeller l'action syndicale. Alors je vais pas faire trop long, la deuxième dimension qu'on avait pointée, c'était la précarité du travail. Bien sûr, cette précarité de l'emploi, elle est source de précarité dans l'activité de travail. Ce sont ce que tu évoquais tout à l'heure aussi, Michael, hein, les horaires non maîtrisés, la polyvalence non reconnue, l'absence de perspective de carrière. Daniel Kergoat pointait déjà en 1998 l'apparition et le développement avec la précarisation et la flexibilisation des emplois ce qu'elle appelait des nomadismes sexués. Nomadisme dans le temps pour les femmes, avec l'explosion du travail à temps partiel, associé très souvent à des plages de travail éparpillées dans la journée et dans la semaine. Nomadisme dans l'espace pour les hommes, avec la multiplication des missions en intérim, on passe d'une entreprise à l'autre, des chantiers, nomadisme dans l'espace aussi, pour les travailleurs des chantiers du BTP ou du nucléaire, hein, c'est des intérimaires qui passent d'une centrale à l'autre lorsque les réacteurs sont mis à l'arrêt, en fait. Mais cette précarité du travail, je pense que cette entrée-là, c'est celle qui permet de faire le plus le lien avec ce qui se passe aussi pour les travailleurs on va dire stables, ceux qui sont en CDI ou fonctionnaires. C'est aussi, si on l'étend, mais on pourrait le discuter, c'est aussi cette impression, parce que justement il y a une dégradation, il y a une insuffisance en termes de recrutement, c'est aussi cette charge de travail qui devient énorme, à laquelle on n'arrive plus à faire face, et l'impression de ne pas pouvoir bien faire son travail, qui marque nombre de situations professionnelles, aussi bien dans les fonctions publiques que dans les entreprises privées. L'impression que malgré tout l'investissement qu'on peut avoir dans ce travail, on n'arrive pas à tenir, on n'arrive pas à faire face, et donc c'est là où je pense qu'il y a aussi quelque chose à creuser en termes de la précarité de l'emploi, la précarité du travail, ça engendre une précarité du travail pour l'ensemble du monde du travail, hein, et ça permet de dépasser cette coupure entre stable et précaire, en fait. Hein. C'est des enjeux, par exemple, qui ont été posés dans des luttes où, je pense aux luttes menées dans les maisons de retraite, par exemple dans les EHPAD, hein, avec des salariés en situation précaire, d'autres en situation en CDI, mais qui montraient que l'insuffisance en termes de recrutement crée des conditions de travail intenables, hein, et ne permettait pas d'apporter un véritable soin, une véritable prise en charge des personnes âgées. Troisième dimension qu'on avait voulu mettre en avant, la précarité des droits, et de la représentation, donc qui découle aussi de cette précarité des emplois et du travail. Sont des phénomènes connus, c'est-à-dire le fait qu'il puisse y avoir une disparité des droits sur un même lieu de travail. Ces intérimaires que j'évoquais, des centrales qui travaillent sur les centrales nucléaires, qui sont appelées notamment lorsqu'il y a la mise en arrêt de réacteurs, et qui n'ont pas accès aux mêmes vestiaires, aux restaurants d'entreprise, ce qui crée
un sentiment d'injustice sur le lieu de travail qui crée des coupures, parfois qui recoupent des coupures générationnelles. Stéphane Beau et Michel Pialou l'avaient très bien montré dans leur travail sur la condition ouvrière, qui vont se cristalliser, qui vont être difficiles à dépasser en fait. C'est l'absence de connaissance de qui sont les représentants syndicaux. Ce sont des séparations, des clivages, des mises en concurrence qui sont bien sûr pensées du côté managérial et qui accompagnent ce qu'on pourrait qualifier comme un processus de décollectivisation des relations de travail. Là aussi, ça a été bien documenté, notamment Sophie Bernard a très bien montré comment le développement de différents processus d'individualisation de la condition salariale, avec une individualisation d'une partie du salaire au travers des primes, une individualisation des horaires aussi. Mais voilà, je voudrais insister là-dessus parce que cette précarité des droits et de la représentation, elle pose une question très forte aux syndicats de faire exister ou de recréer des communautés de travail là où quelque part elles sont empêchées, ou alors pour le dire autrement, elles sont fragmentées, elles sont limitées, voire elles sont empêchées par les logiques managériales mises en œuvre en fait. Faire exister ces collectifs de travail pour d'abord parler de ce qui se vit au travail, des expériences partagées, comme une condition nécessaire, indispensable pour pouvoir recréer les possibilités de l'action collective. Peut-être que j'y reviendrai dans la discussion, je ne peux pas faire très long là, mais par exemple c'est ce qui s'est joué dans pas mal de mobilisations d'aide à domicile. Vous savez, les aides à domicile, elles travaillent au domicile des personnes, elles sont très isolées dans l'exercice de leur activité, elles ont très peu de moments de réunion dans les associations par exemple qui les emploient, ça peut être une fois par mois, et en fait, elles n'ont pas beaucoup d'occasions d'échanger sur leur travail. Et donc, une des premiers éléments de la démarche syndicale, ça a été de créer des espaces où il est possible de parler du travail pour mettre en commun ces expériences. Donc, je ne vais pas faire, je vois que mon temps est quasiment terminé, mais je voulais apporter une dernière idée, c'est que ce processus de précarisation, qu'est-ce qu'il entraîne pour les syndicats? Il me semble qu'il y a trois types de conséquences. Une conséquence par rapport à la base sociale des syndicats. Les syndicats sont profondément déstabilisés, l'ensemble des organisations syndicales, sont profondément déstabilisés dans leur base sociale. On sait qu'aujourd'hui, le profil des syndiqués, alors j'ai en tête bien sûr une organisation comme la CGT, mais ça ne concerne pas que la CGT, ce sont des salariés plutôt dans des grandes entreprises, en CDI, dans des grandes entreprises de plus de 500 salariés, encore un peu majoritairement des hommes, entre 40 et 55 ans. Donc, quand on regarde finalement, on fait des radiographies des adhérentes des organisations syndicales aujourd'hui, on peut se demander où est le prolétariat contemporain en fait, où sont les plus exploités, où est ce salariat d'exécution, ces travailleurs, des secteurs industriels qui sont en développement comme la logistique, et puis bien sûr des secteurs de services comme le nettoyage, comme tout ce qui concerne le secteur du soin et du care pour les employés en fait. Donc là il y a un gros enjeu en termes de base sociale, et le mouvement des Gilets jaunes l'a bien montré. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement où on a beaucoup parlé du travail, de travailleurs, alors pour certains salariés, pour d'autres indépendants, qui étaient, alors pour ceux qui étaient salariés, dans des entreprises où il n'y avait plus de syndicats, ou alors il n'y en avait jamais eu en fait. Soit dans des entreprises comme la petite industrie, dans les milieux ruraux où il y avait eu des syndicats ou de la représentation mais il n'y en avait plus, soit bien sûr dans les petites entreprises où il n'y a pas de présence syndicale. Je vais vite, les syndicats, ils sont ce processus de précarisation, ils percutent aussi les syndicats dans leur structuration. Ça, c'est un gros enjeu sur lequel il y a beaucoup de réflexions en interne, par exemple dans la CGT, de recherche de nouvelles formes de structuration, pour justement essayer de correspondre davantage aux communautés de travail existantes, pour justement dépasser cette division, ou le fait que sur une même communauté de travail, vous allez avoir des salariés qui relèvent d'employeurs et de statuts différents. Donc c'est sortir finalement de formes d'organisation héritées d'un âge industriel, ce syndicalisme d'entreprise, par exemple qui domine à la CGT, pour essayer de voir comment on peut faire lorsque ce syndicalisme d'entreprise n'est pas possible, lorsque celles et ceux qui sont syndiqués se retrouvent complètement isolés dans leur entreprise, où il faut penser d'autres formes, syndicats de site, syndicats multiprofessionnels, syndicats départementaux professionnels. Voilà, il y a plein de réflexions engagées à la CGT là-dessus pour faire face, pour essayer de repenser des outils syndicaux qui correspondent davantage à la communauté de travail. Et puis, dernier, les syndicats ils sont également percutés, je finis, pardon, pour pas faire trop long, les syndicats ils sont évidemment percutés dans leurs revendications aussi, dans la construction des revendications. On a vu tout l'enjeu
justement par rapport au vécu de cette précarité sociale, professionnelle et sociale, d'articuler davantage ce qui se joue dans le travail et dans le hors-travail. Là aussi, on pourrait penser au mouvement des Gilets jaunes, mais par exemple aussi au mouvement des privés d'emploi, qui ont très tôt mis en avant les enjeux de droit au transport, au logement, à l'énergie. Hein, comment articuler des revendications sur les conditions de vie et des conditions liées à l'exercice de l'activité professionnelle. Alors, ça fait longtemps que les syndicats sont sur ces enjeux-là, bien sûr, hein, mais comment redonner une actualité encore plus forte à cette articulation et mettre ça très en avant. Voilà, j'ai fait un petit peu trop long, j'espère que ça pourra nourrir la discussion et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup Sophie Béroux, bravo. Oui, de quoi ? Pour passer le micro à la salle, oui, parce que l'idée, comme vous êtes nombreux aujourd'hui, c'est de vous passer la parole pour qu'on ait un temps d'échange. Donc là, il nous reste, on peut prendre 15 minutes pour la discussion. Donc je vois des mains qui se lèvent. Essayez de faire court, donc 2 à 3 minutes pour présenter votre question. Je prends 3. Donc il y a monsieur, madame derrière, en jaune, et madame derrière ensuite. Voilà. Je voudrais nuancer votre propos à propos des syndicats. J'assure des formations syndicales où, à Montreuil, dans un contexte où il y a des TPE, c'est un enjeu syndical très important, des moyennes entreprises qui sont le gros des entreprises montreuilloises, à part 3 ou 4 grosses entreprises, je constate que y a une prise en compte. Il y a d'abord les gens qui suivent ces formations sont des jeunes militants qui ont bien conscience des difficultés que vous avez évoquées, qui ont pris en compte la nécessité d'une nouvelle organisation transversale, c'est-à-dire au niveau local, et qu'il y a le débat entre les fédérations professionnelles et les fédérations et la transversalité locale, ça avance considérablement. Donc je suis un peu plus positif par rapport à l'évolution au sein de la CGT. Et par contre, j'observe 2 choses. Le très grand mal-être au travail, quelle que soit l'entreprise où on est. C'est vraiment une action prioritaire, le très grand mal-être. Et la deuxième chose, la difficulté de la revendication salariale, de l'augmentation des salaires, comme si c'était un mur infranchissable. Je porte ces 2 éléments à la réflexion. Merci beaucoup. Vous passez le micro derrière vous ou à votre ami. Voilà. Merci. Merci donc aux 2 conférenciers à la Fondation Gabriel Péri. Moi, je voudrais quand même mentionner que le CDI dont on parle aujourd'hui n'est pas du tout le CDI ancien. J'ai l'impression que beaucoup de respect pour la communication de Michael, mais ça date un petit peu. Les CDI aujourd'hui, ça ne vaut plus rien dire. Vous avez 500 000 ruptures conventionnelles par an. Vous avez 100 000 affaires qui passent au prud'homme. Le CDI, aujourd'hui, il est rompu n'importe quand. Vous avez des CDI de chantier qui se finissent quand le chantier se finit. Donc, ce n'est pas du tout une garantie d'emploi d'être en CDI. Donc, il faut quand même voir les choses comme elles sont. C'est complètement mensonger, peut-être un grand mot, mais ça ne veut plus rien dire. On vous met dehors. Et vous avez aussi les accords de performance collective où, en fait, on remet en cause tout ce qui est dans les contrats. En fait, les contrats, aujourd'hui, c'est des confettis. Ça ne vaut plus rien. Donc, il ne faut pas... Enfin, j'ai l'impression que cette présentation qu'il y a eu entre 90% de gens qui sont bien stables, bien installés, et 10% de précaires, je suis désolée, mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres mains qui se lèvent ? Oui, Daniel, devant. Et ensuite, monsieur, et puis je redonnerai la parole aux intervenants. Daniel Gaxi au 2e rang. Merci. Oui, vous avez mentionné le pourcentage 10% d'indépendants, mais je pense qu'il faut ajouter qu'il y a une transformation considérable de la composition de cette catégorie avec l'explosion des
des indépendants, des auto-entrepreneurs, avec, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est plusieurs millions. Et du coup, on voit qu'il y a de la précarisation dans tous les statuts d'emploi et à tous les niveaux de la hiérarchie sociale. C'est-à-dire qu'il y a de la précarisation beaucoup plus qu'ailleurs parmi les catégories populaires, mais il y a de la précarisation parmi les professions intellectuelles supérieures. Et d'ailleurs, l'écart entre les précaires et les stables augmente quand on monte dans la hiérarchie sociale. L'écart des rémunérations, par exemple, est le plus important entre les précaires et les stables dans les professions intellectuelles supérieures. Alors, les effets politiques de tout ça, quand on regarde sur 40 ans, une augmentation considérable de l'abstention, mais où est-ce que l'abstention a augmenté? Dans les catégories populaires et parmi les plus jeunes. Donc on voit très bien les effets politiques de tout ça. Merci. Et une dernière de ce côté-là. Voilà, tout au fond, monsieur. Tout au fond, levez-vous, voilà. Oui, bonjour. Moi, je voulais juste intervenir sur la déqualification des professions intermédiaires et aussi sur une autre question qui me semble importante, c'est on a aujourd'hui à peu près 18% du salariat qui est au SMIC et en même temps, on a quand même considérablement augmenté les qualifications dans notre pays. Donc, ça emmène cette question de la rémunération des qualifications. Et ça, c'est une question qui est quand même centrale dans la réflexion qu'on doit avoir aujourd'hui aussi sur le travail. Voilà, merci. Et puis parce qu'il y a la main de la jeune femme là qui s'est levée, on vous donne le micro, mais alors pour une question très brève, de façon à ce que nos intervenants, là, voilà, levez la main à gauche, à ma gauche. Oui, j'ai une question qui a peut-être, je ne sais pas si ils vont pouvoir répondre dans le temps imparti, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup des emplois, des caractéristiques des emplois, de la précarisation, mais je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur le rapport maintenant des gens au travail. Et je pense qu'il va falloir qu'on se pose sérieusement cette question, parce que moi je suis dans un secteur de la santé. Aujourd'hui, des contrats en CDI, on a des centaines. Il y a plus de contrats en CDI que de contrats que de salariés. Et aujourd'hui, il y en a, y compris dans mes générations à moi, qui préfèrent rester en CDD. Donc il y a un rapport à l'emploi qui a changé. Et je pense qu'on n'analysera jamais correctement le monde du travail aujourd'hui si on ne prend pas en considération que je pense qu'y compris le Covid nous a percuté dans un monde qu'on ne maîtrise plus aujourd'hui. Voilà. Et donc ce rapport au travail, j'ai l'impression que quand on débat du travail, c'est très intéressant. Je pense qu'il y a les chiffres sont intéressants toujours parce qu'elles sont le reflet de quelque chose. Et donc du coup, il faut les analyser. Mais il y a aussi un comportement au travail que si on n'analyse pas, en fait, je pense qu'on est à côté de la plaque. Et aujourd'hui, pourtant je suis syndicaliste depuis longtemps, aujourd'hui je serais incapable d'expliquer, de verbaliser le monde dans lequel je vis dans le milieu du travail. Et je pense qu'on a besoin de réfléchir à cette question-là. Le rapport aujourd'hui qui n'est plus du tout le même, qui a même 10 ans en arrière. Donc Michael. Oui, merci pour toutes ces questions. Je vais en prendre quelques-unes et puis après je laisserai la parole à Sophie. Sur le CDI, qui n'est plus le CDI aujourd'hui, qui n'est plus le CDI d'avant. Alors c'est sûr, le CDI, c'est pas une garantie de stabilité, c'est pas un contrat de mariage, mais à mon avis, ça a toujours été j'ai l'impression que ça a toujours été le cas, que j'ai toujours dit qu'on avait en France les plus mauvais gestionnaires de ressources humaines au monde parce qu'ils ne savent pas qu'un CDI, ça se rompt facilement. Mais ça a toujours été le cas. Et en fait, on a toujours pu... Enfin, le droit... il y a eu des coups portés sur le statut, notamment avec les lois El Khomri, etc. Mais fondamentalement, il n'y a pas eu grand changement. Et par ailleurs, j'ai utilisé un raccourci...
j'ai utilisé un raccourci. Quand on regarde, quand je dis CDI, en fait, ce qu'on voit quand on regarde le marché du travail dual, on regarde des trajectoires de gens. Donc, qui sont en CDI, ils peuvent être licenciés, il y a des plans sociaux d'entreprise, des choses comme ça. On voit quand même des trajectoires très stables d'un emploi à l'autre, avec peu d'interruptions entre deux emplois. Les ruptures conventionnelles, typiquement, c'est des outils qui sont quand même aussi mobilisés par les salariés pour se garantir des droits qu'ils n'avaient pas forcément avant, où c'était le licenciement ou la démission. On peut en penser ce qu'on veut, mais dans les faits, on voit aussi qu'il y a eu des nouveaux droits qui ont été ouverts. Et vraiment, mon point sur le marché primaire, marché secondaire, c'est basé sur des études qui regardent des trajectoires. Donc aujourd'hui, on a quand même encore aujourd'hui 90% des gens qui, une fois qu'ils sont rentrés dans l'emploi stable, ils restent, ont une progression salariale, ont une carrière ascendante, etc. Indépendamment du parcours, du fait qu'on utilise aujourd'hui le CDI de façon un peu différente qu'auparavant. Sur les questions salariales, juste réagir sur le 18% de salariés au SMIC. C'est vrai, il faut faire attention, c'est un sujet très conjoncturel, il y a une crise d'inflation. On a 18% de salariés au SMIC aujourd'hui aussi parce que le SMIC a permis de protéger les salaires dans le bas de la distribution. C'est un outil qu'il faut qu'on garde, qu'on préserve. Il y a un petit risque, la petite musique côté de la droite est quand même plutôt de dire la smicardisation c'est terrible et leur solution ça risque d'être de désindexer le SMIC. Donc voilà, faisons attention. Mais effectivement, il y a des questions sur les enjeux salariaux et sur même plus largement sur les conditions de travail. Ça a été évoqué sur le mal-être au travail. Quand on regarde dans les enquêtes, il y a une petite dégradation des conditions de travail, c'est pas très massif, mais quand on remet dans un contexte où en fait les gens sont de plus en plus qualifiés, on s'attendrait à ce qu'il y ait une amélioration importante, notamment sur l'autonomie au travail, sur la maîtrise du temps, la maîtrise des objets de travail, et c'est pas le cas, c'est stable. Donc en fait, effectivement, que ce soit dans les professions intermédiaires, les cadres, mais je pense pour l'ensemble des métiers, il y a des choses à repenser sur... il y a une espèce de dissonance entre le fait que les gens sont de plus en plus qualifiés, on s'attend à ce qu'ils aient de plus en plus de retours critiques sur leur travail, et on leur donne pas du tout les outils pour le mobiliser, et je pense que c'est des questions importantes. Et pour terminer, et pour laisser la parole ensuite, sur les auto-entrepreneurs, alors statistiquement, c'est pas massif, c'est de l'ordre de 1 à 2% des gens qui travaillent, donc pour nous, ça reste... alors c'est important parmi les indépendants, c'est un phénomène pas du tout négligeable, mais statistiquement, encore une fois, il y a quand même ce cœur massif du salariat dans le modèle, dans un modèle historique qui reste quand même le modèle majoritaire. Ça pose plein de questions. Par ailleurs, on a, en tant que statisticien, je peux aussi critiquer nos outils, c'est des gens qu'on connaît mal. C'est très difficile. Parmi les auto-entrepreneurs, il y en a la moitié, en fait, ils n'ont pas d'activité. Donc, c'est difficile de dire quelle est vraiment leur activité en termes de travail. Mais par contre, ce que je peux citer, et je pense que ça fera une bonne transition, Sophie a évoqué la question d'ouvrir des espaces d'échanges pour créer des nouvelles mobilisations. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et je pense que sur ces travailleurs ubérisés, les travailleurs des plateformes, et on a des expériences qui se passent dans ce sens. Notamment, il y a eu beaucoup alors j'ai en tête à Bordeaux, mais je crois que ça a été le cas à Lyon aussi. Voilà, des collectifs de livreurs, notamment, qui se sont mobilisés pour ouvrir des espaces, des maisons des livreurs. Je crois qu'il y en a une à Paris maintenant aussi. Et il y a des choses qui se font aussi sur ce segment-là, qui aujourd'hui reste statistiquement petit, vraiment concentré sur quelques professions, et puis par ailleurs plutôt dans les grandes villes. Mais voilà, il se passe des choses sur ce segment-là aussi. Merci. Sophie, pour 5 minutes de réponse. Oui, merci beaucoup. J'en profite pour faire un petit salut dans la salle. Je vois pas la salle, mais je crois que j'ai reconnu la voix de mon amie Hélène Ménaud, donc je lui fais un petit coucou. Alors, trois éléments de réponse rapidement. Bien sûr, sur le fait que la CGT soit en contact avec les salariés des TPE, des PME
et aussi avec d'autres profils que ceux que j'ai décrits comme étant le cœur finalement des adhérents. Oui, complètement, je rejoins la remarque qui a été faite. J'ai pas voulu dire qu'il n'y avait pas de mise en mouvement. J'ai voulu juste partir d'interrogations en interne, en particulier dans la CGT, entre voilà qui sont nos adhérentes qui restent dans l'organisation de façon durable et qui on voudrait essayer d'organiser. Et je crois qu'il y a un rôle très important qui est joué par les unions locales, hein, justement pour être en contact avec ce salariat plus précaire, ces travailleurs précaires, femmes, jeunes, travailleurs ayant des trajectoires migratoires aussi, hein, notamment dans les grands centres urbains, avec ce précariat urbain qui s'est développé, notamment aussi, je vais y revenir sur tout ce qui est livraison, nettoyage, etc., mais aussi dans les territoires plus ruraux. Il y a un rôle extrêmement important de ces unions locales, via les permanents juridiques, mais via aussi le suivi de base syndicale. Le problème, c'est que les unions locales, vous le savez très bien, sont des parents pauvres, hein, à la CGT. La CGT est aujourd'hui une des rares confédérations qui a encore des unions locales actives, et il y en a beaucoup, mais avec beaucoup de difficultés à les maintenir, hein, qui reposent souvent sur l'engagement de militants retraités et très peu de moyens. Donc c'est des débats en interne extrêmement forts. Comment on redynamise, on donne plus de moyens à cette structure interpro qui permet justement d'être en contact avec le salariat qu'on organise, ou les travailleurs, le monde du travail, pour le dire de façon plus juste, qu'on organise pas ou peu en fait. Donc je rejoins complètement les réflexions là-dessus, et puis le fait qu'il y a de la mise en mouvement, hein, qu'il y a pas mal de dynamisme. Après, sur le deuxième point qui a été soulevé par Daniel Gaxi, c'est exactement ce qu'on voulait dire avec Paul Boufartic, c'est-à-dire que il y a un processus, essayer de réfléchir en termes de processus de précarisation, c'est aussi de se dire que aujourd'hui, une grande partie des statuts d'emploi sont percutés par des processus de précarisation, et que c'est peut-être ça qui donne un socle qui peut être partagé, hein, qui peut donner un contenu politique, qu'on peut essayer de travailler pour justement partir de ce qui se joue en termes de dégradation du travail et qui a des effets sur le rapport au travail, pour essayer de justement de dépasser des clivages, de mettre en relation des expériences communes. Moi, je rejoins aussi, enfin, je partage complètement ce qui a été dit sur la question de transformation du rapport au travail. Je pense que le moment de la crise sanitaire liée au Covid a été un moment très important, où il y a des salariés qui se sont saisis de ces enjeux-là en disant je pense un exemple que j'avais pu suivre dans une usine de fabrication de puces électroniques, dans de la nanotechnologie, qui était restée en fonctionnement, et où les salariés s'étaient arrêtés en disant mais est-ce qu'on va continuer à produire des puces électroniques? Est-ce que c'est une activité essentielle? Donc, c'est un moment, je crois, politiquement très important, où des salariés se sont saisis, hein, de leur objet de travail, des conditions de travail, pourquoi on produit. Et donc, il y aura sûrement des choses à travailler, à réémerger de ce côté-là, pour réfléchir à l'ensemble de ce processus de précarisation, de ces effets, en fait. Et puis, c'est exactement aussi ce que je voulais pointer sur les enjeux pour les organisations syndicales, de recréer des espaces où l'on parle de ces conditions de travail, de la dégradation en termes de ce qu'on fait au travail, du décalage par exemple entre les procédures d'évaluation, les critères qui sont imposés, de benchmarking ou autres, et qui n'ont rien à voir avec l'activité concrète de travail, tout ça, mettre ça en commun pour pouvoir recréer du collectif. Et je pense que ça, c'est vraiment décisif quand on voit par exemple les difficultés à construire des mouvements de grève sur les lieux de travail. On en a beaucoup parlé pendant la dernière mobilisation contre la réforme des retraites en 2023. Qu'est-ce qui rend compliqué la grève, la pratique de la grève sur le lieu de travail? C'est d'abord de faire exister des espaces d'échange collectif qui vont, à un moment donné, permettre de dire là, on passe à des formes d'action collective. Et pour moi, c'est quelque chose de décisif pour les organisations syndicales, de recréer du collectif là où il est empêché, de faire exister la communauté de travail au sens large. Voilà, j'ai fait trop long sur les auto-entrepreneurs. Pour moi, c'est un enjeu qui a été très fort par rapport à l'usage de l'auto-entrepreneuriat par l'économie de plateforme, et notamment par rapport à tous les enjeux que ça posait aux organisations syndicales. On s'ouvre à des non-salariés, à des indépendants, mais qui sont des faux indépendants, pour mener des batailles en termes d'organisation, donc des collectifs, mais aussi des syndicats d'auto-entrepreneurs qui ont été créés par la CGT, et aussi les questions que ça pose, justement, est-ce qu'on mène des batailles juridiques pour aller vers du salariat, ou est-ce qu'il y a des formes alternatives en termes de création de coopératives, par exemple? C'est des débats qui sont importants et qui alimentent aussi aujourd'hui les réflexions en interne dans une organisation, notamment comme la CGT.
Voilà, merci beaucoup pour vos éléments de réflexion et de discussion. Merci beaucoup Sophie Bérou. Donc je crois que là on arrive au terme de cette première table ronde. On a déjà pris un peu de retard. Je vous invite monsieur à poser votre question dans les tables rondes suivantes. Non, malheureusement on est obligé de faire la transition vers la prochaine. En tout cas, merci à nos deux intervenants donc, et au travail des chercheurs pour documenter ces processus de précarisation et les luttes en cours. Je voulais aussi signaler que le journal de l'Humanité quotidiennement fait part de ces conséquences de précarisation, de ces expériences de lutte et de cette capacité d'innovation qu'ont les organisations syndicales. L'Humanité qui nous suit aujourd'hui en la présence de Pierre-Henri Lab. Donc voilà.